George Orwell, 1984, épisode 9. Deuxième partie. Chapitre 1. C'était au milieu de la matinée et Winston avait laissé sa cabine pour aller au lavabo. Une silhouette solitaire venait vers lui de l'extrémité du long couloir brillamment éclairé. C'était la fille aux cheveux noirs. 4 jours étaient passés depuis l'après-midi où il l'avait inopénément rencontrée dans le magasin d'antiquités. Lorsqu'elle fut plus près de lui, il vit qu'elle avait le bras droit en écharpe. Mais l'écharpe ne se voyait pas de loin, parce qu'elle était de la même couleur que sa combinaison. Sa main était probablement prise, tandis qu'elle tournait autour de l'un des énormes kaléidoscopes, sur lesquels s'obtenaient des brouillons, des plans de romans. C'est un accident commun au commissariat aux romans. Ils étaient peut-être à 4 mètres l'un de l'autre, quand la fille trébucha et tomba presque à plat sur le sol. La douleur lui arracha un cri aigu. Elle avait dû tomber en plein sur le bras blessé. Winston s'arrêta net. La fille s'était relevée sur les genoux. Son visage avait pris une teinte jaunâtre de lait, sur laquelle tranchait la couleur de sa bouche, plus rouge que jamais. Ses yeux étaient fixés sur les siens, avec une expression de prière qui paraissait traduire plus de frayeur que de souffrance. Le cœur de Winston fut remué d'une étrange émotion. Devant lui se trouvait un ennemi qui essayait de le tuer. Devant lui aussi était une créature humaine en détresse qui avait peut-être un os brisé. Déjà il s'était instinctivement avancé pour l'aider, quand il l'avait vue tomber, sur son bras bandé. Il avait cru sentir la douleur dans son propre corps. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il. « Ce n'est rien, mon bras. Cela ira mieux dans une seconde. » Elle parlait comme si elle avait eu des palpitations. Elle était assurément devenue très pâle. « Vous n'avez rien de cassé ?»« Non, je vais très bien. J'ai eu mal sur le moment. C'est tout. » Elle tendit vers lui sa main valide, et il l'aida à se relever. Elle avait repris des couleurs et paraissait beaucoup mieux. « Ce n'est rien, répéta-t-elle brièvement. Je me suis simplement un peu foulé le poignet. Merci, camarade. » Sur ces mots, elle s'éloigna dans la direction qu'elle avait jusque-là suivie, aussi alerte que si réellement ce n'avait été rien. L'incident avait duré moins d'une demi-minute. Ne pas laisser les sentiments apparaître sur le visage était une habitude qui était devenue un instinct. Et en tout cas, ils étaient debout, juste devant un télécran, quand l'incident avait eu lieu. Néanmoins, il avait été très difficile à Winston de ne pas trahir une surprise momentanée, car, pendant les 2 ou 3 secondes qu'il avait employées à la relever, la fille lui avait glissé quelque chose dans la main. Il n'y avait pas de doute qu'elle ne l'a fait intentionnellement. C'était quelque chose de petit et de plat. En passant la porte des lavabos, il le mit dans sa poche et le tâta du bout des doigts. C'était un bout de papier plié en 4. Pendant qu'il était debout devant l'urinoir, il s'arrangea pour le déplier avec ses doigts. Il y avait sans doute écrit dessus un message quelconque. Il fut un moment tenté de rentrer dans un water et de le lire tout de suite. Mais il savait bien que cela aurait été une épouvantable folie. C'était l'endroit où on était le plus certain d'être continuellement surveillé par les télécrans. Il revint à sa cabine et d'un geste désinvolte jeta le fragment de papier parmi ceux qui se trouvaient sur le bureau, puis mit ses lunettes et, d'une secousse, rapprocha le télécran. 5 minutes, se dit-il, 5 minutes au bas mot. Son cœur battait dans sa poitrine avec un bruit effrayant. Heureusement, le travail qu'il avait en train était un travail de simple routine. C'était la rectification d'une longue liste de chiffres qui ne nécessitait pas une attention soutenue. Quoi que pût être ce qui était écrit sur le papier, cela devait avoir un sens politique. Autant que pouvait en juger Winston, il y avait 2 possibilités. L'une, la plus vraisemblable, était que la fille fût, comme il l'avait justement craint, un agent de la police de la pensée. Il ne comprenait pas pourquoi la police de la pensée choisissait une telle manière de délivrer ses messages, mais elle avait peut-être ses raisons. La chose écrite sur le papier pouvait être une menace, une convocation, un ordre de suicide, un traquenard quelconque. Mais il y avait une autre possibilité plus folle, qui lui faisait relever la tête, bien qu'il essayât, mais vainement, de ne pas y penser. C'était que le message ne vint pas de la police de la pensée, mais de quelques organisations clandestines. Peut-être la fraternité existait-elle après tout. Peut-être la fille en faisait-elle partie. L'idée était sans aucun doute absurde, mais elle lui avait jailli dans l'esprit, à l'instant même où il avait senti dans sa main le fragment de papier. Ce n'est que 2 minutes plus tard que l'autre explication la plus vraisemblable lui était venue à l'idée, et même en cet instant, alors que son intelligence lui disait que le message signifiait la mort, il n'y croyait pas et l'espoir déraisonnable persistait. Son cœur battait, il arrivait difficilement à empêcher sa voix de trembler tandis qu'il murmurait des chiffres phonoscripts. Il fit un rouleau de tout l'alias de son travail et la glissa dans le tube pneumatique. 8 minutes s'étaient écoulées. Il ajusta ses lunettes sur son nez, soupira et rapprocha devant lui le paquet de travail suivant.
sur lequel se trouvait le fragment de papier. Il le mit à plat. D'une haute écriture informe, ces mots étaient tracés. Je vous aime. Pendant quelques secondes, il fut trop abasourdi, même pour jeter le papier incriminé dans le trou de mémoire. Quand il le fit, bien qu'il sût fort bien le danger de montrer trop d'intérêt, il ne put résister à la tentation de le lire encore, juste pour s'assurer qu'il l'avait bien lu. Durant le reste de la matinée, il fut très difficile de travailler. Cacher son agitation au télécran était plus difficile encore de concentrer son attention sur une série de travaux minutieux. Il sentait comme du feu lui brûler les entrailles. Le déjeuner dans la cantine chaude, bondée de gens, pleine de bruit, fut un supplice. Il avait espéré être seul un moment pendant l'heure du déjeuner, mais la mauvaise chance voulut que cet imbécile de personne s'assit lourdement à côté de lui. L'odeur de sa sueur dominait presque l'odeur métallique du ragoût, et il déversa un flot de paroles au sujet des préparatifs faits pour la semaine de la haine. Il était particulièrement enthousiaste au sujet d'une reproduction en papier mâché de la tête de Big Brother, 2 mètres de large. Elle était fabriquée pour l'occasion par la troupe d'espions à laquelle appartenait sa fille. L'irritant était que, dans le vacarme des voix, Winston pouvait à peine entendre ce que disait personne, et devait constamment lui demander de répéter quelque sotte remarque. Il entrevit une fois seulement la fille qui se trouvait assise à une table, avec 2 autres filles semblables, à l'autre bout de la salle. Elle ne parut pas l'avoir vu, et il ne regarda pas dans sa direction. L'après-midi fut plus supportable. Immédiatement après le déjeuner, il lui arriva un travail difficile et délicat qui l'occupa plusieurs heures, et pour lequel il dut mettre de côté tout le reste. Il consistait à falsifier une série d'exposés sur la production d'il y avait 2 ans, de façon à jeter le discrédit sur un membre éminent du parti intérieur, qui était actuellement en disgrâce. C'était un genre de travail dans lequel il était bon, et pendant plus de 2 heures, il réussit à chasser complètement la fille de sa pensée. Puis le souvenir de son visage lui revint, et avec lui un désir lancinant intolérable d'être seul. La soirée était une des celles qu'il passait au centre communautaire. Il engloutit un autre repas sans goût à la cantine, se dépêcha de se rendre au centre, prit part à la solennelle niaiserie d'une discussion de groupe, joua à 2 parties de ping-pong, avala plusieurs verres de gin et lut pendant une demi-heure un livre intitulé Rapport entre l'ANSOC et les échecs. L'ennui lui contractait l'âme, mais, pour une fois, il n'avait pas éprouvé le désir d'esquiver sa soirée au centre. À la vue des mots « Je vous aime », le désir de rester en vie avait jailli en lui, et prendre des risques secondaires lui avait soudain paru stupide. Il ne put réfléchir d'une manière suivie qu'après 11 heures du soir, chez lui et au lit, dans la sécurité de l'ombre, qui fait que l'on n'a même pas à craindre le télécran, pourvu que l'on demeure silencieux. C'est un problème matériel qu'il avait à résoudre. Comment toucher la fille et arranger une rencontre? Il ne pensait plus à la possibilité qu'il pût y avoir pour lui une sorte de piège. Là, pour lui, une sorte de piège. Il savait qu'il n'en était rien, à cause de l'agitation réelle qu'elle avait montrée en lui remettant le papier. Visiblement, elle avait été effrayée et hors d'elle autant qu'elle pouvait l'être. L'idée de refuser ses avances ne lui traversa même pas l'esprit non plus. 5 jours auparavant seulement, il avait envisagé de lui écraser la tête sous un pavé, mais cela n'avait aucune importance. Il pensa à son corps, jeune et nu, comme il l'avait vu dans son rêve. Il avait cru qu'elle était une sotte, comme les autres, que sa tête était farcie de mensonges et de haine, que ses entrailles étaient glacées. Une sorte de fièvre le saisit, à l'idée qu'il pourrait la perdre, que son jeune corps blanc pourrait s'éloigner de lui. Ce qu'il craignait le plus, c'est qu'elle changeât simplement d'idée s'il ne la rencontrait rapidement. Mais la difficulté matérielle de se rencontrer était énorme. C'était essayer de bouger un pion aux échecs, alors qu'on est déjà échec et mat. Quelque chemin que l'on prît, on avait le télécran devant soi. En réalité, toutes les manières possibles de communiquer avec elle lui étaient passées par l'esprit, moins de 5 minutes après avoir lu la note. Mais maintenant qu'il avait le temps de réfléchir, il les examina l'une après l'autre, comme une rangée d'instruments qu'il disposerait sur une table. Le genre de rencontre qui avait eu lieu le matin ne pouvait évidemment se répéter. Si elle travaillait au commissariat aux archives, cela aurait pu être relativement simple, mais elle n'avait qu'une vague idée de la situation dans l'édifice. Elle n'avait qu'une vague idée de la situation dans l'édifice du commissariat au roman, et il n'avait aucun prétexte pour s'y rendre. S'il savait où elle habitait et à quelle heure elle laissait son travail, il aurait pu s'arranger pour la rencontrer quelque part sur le chemin du retour. Mais essayer de la suivre chez elle était impudent, car il faudrait traîner aux alentours du ministère, ce qui pourrait être remarqué. Lui envoyer une lettre par la poste était hors de question. Suivant une routine qui n'était même pas un secret, toutes les lettres étaient ouvertes en route. Peu de gens actuellement écrivaient des lettres. Pour les messages qu'on avait parfois besoin d'envoyer, il y avait des cartes postales sur lesquelles étaient imprimées de longues listes de phrases, et l'on biffait celles qui étaient inutiles. Dans tous les cas, sans compter son adresse,
Il ne savait pas le nom de la fille. Il décida finalement que l'endroit le plus sûr était la cantine, s'il pouvait la voir seule, à une table, quelque part au milieu de la pièce, pas trop près de téléécran, avec un bourdonnement suffisant de conversation tout autour, et que ces conditions soient réunies pendant, disons, 30 secondes, il pourrait peut-être échanger avec elle quelques mots. La vie après cela fut pendant une semaine comme un rêve agité. Le jour suivant, elle n'apparut à la cantine qu'au moment où il la laissait. Le coup de sifflet avait déjà retenti. 7 heures de travail. Ses heures de travail avaient peut-être changé. Ils se croisèrent sans un regard. Le deuxième jour, elle était à la cantine à l'heure habituelle, mais avec 3 autres filles, et immédiatement sous un télécran. Puis, pendant 3 horribles jours, elle n'apparut pas du tout. Il sembla à Winston qu'il souffrait d'esprit et de corps, d'une insupportable sensibilité, d'une sorte de transparence qui faisait de chaque mouvement, de chaque son, de chaque contact, de chaque mot qu'il avait prononcé ou écouté une agonie. Même en dormant, il pouvait échapper complètement au visage de la fille. Il ne pouvait échapper complètement au visage de la fille. Ces jours-là, il ne toucha pas à son journal. Il ne trouvait de soulagement que quand il en avait un, que dans son travail. Parfois, il pouvait oublier pendant 10 minutes d'affilée. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui avait pu lui arriver. Il ne pouvait faire d'enquête. Elle avait pu être vaporisée. Elle avait pu se suicider. Elle avait pu être transférée à l'autre bout de l'océania. Pire, et plus probablement, elle avait simplement pu changer d'idée et décider de l'éviter. Le jour suivant, elle reparut. Ses bras n'étaient plus en écharpe, et elle avait une bande de diachylon autour du poignet. Le soulagement qu'il éprouva à la voir fut si grand qu'il ne put s'empêcher de la regarder en face à plusieurs secondes. Le lendemain, il réussit presque à lui parler. Quand il entra dans la cantine, elle était assise à une table, assez loin du mur, et était absolument seule. Il était tôt, et la cantine n'était pas comble. La queue avançait et Winston était presque au comptoir. Le mouvement fut arrêté une minute pour quelqu'un qui se plaignait de n'avoir pas reçu sa tablette de saccharine. Mais la fille était encore seule quand Winston reçut son plateau et avança vers sa table. Il se dirigeait comme par hasard dans sa direction en cherchant des yeux une place à une table plus éloignée. Elle était peut-être à 3 mètres de lui. En 2 secondes, il serait. Une voix derrière lui l'appela. Smith. Il lui semblait ne pas l'entendre. Smith répéta la voix plus haut. C'était inutile. Il se retourna. Un jeune homme blond, un visage intelligent, nommé Wilshire, qu'il connaissait à peine, l'invitait avec un sourire à occuper une place libre à sa table. Il était imprudent de refuser. Il ne pouvait, ayant été reconnu, s'en aller s'asseoir à une table près d'une fille seule. Cela se remarquait trop. Il s'assit avec un sourire amical. Le beau visage intelligent sourit largement en regardant Winston. Dans une hallucination, se vit lui lançant une pioche en plein visage. La table de la fille, quelques minutes plus tard, était complètement occupée. Mais elle devait l'avoir vue et se diriger vers elle, et peut-être agirait-elle en conséquence. Le jour d'après, il eut soin d'arriver tôt. Naturellement, elle était à une table à peu près au même endroit, et de nouveau seule. Winston avait été précédé dans la queue par un petit homme scarabée, aux mouvements rapides, au visage plat, aux yeux minuscules et soupçonneux. Tandis que Winston s'éloignait du comptoir avec son plateau, il vit le petit homme se diriger tout droit vers la table de la fille. Son espoir de nouveau tomba. Il y avait une place libre à une table plus éloignée, mais quelque chose dans l'apparence du petit homme suggérait qu'il devait être assez attentif à son confort pour choisir la table la moins encombrée. Winston le suivit, le cœur glacé. Il y eut à ce moment un violent fracas. Le petit homme était étalé, les 4 fers en l'air. Son plateau lui avait échappé, et 2 ruisseaux de soupe et de café coulaient sur le parquet. Il se remit sur pied, avec un regard méchant à l'adresse de Winston, qu'il soupçonnait de lui avoir fait un croc en jambe. Mais il n'en était rien. 5 secondes plus tard, le cœur battant, Winston était assis à la table de la fille. Il ne la regardait pas. Il délesta son plateau et commença à manger. Il fallait surtout parler tout de suite, avant que personne ne vînt. Mais une terrible frayeur s'était emparée de lui. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle l'avait approché. Elle pouvait avoir changé. Elle devait avoir changé. Il était impossible que cette affaire puisse se terminer avec succès. De telles choses ne se passent pas dans la vie réelle. Il aurait complètement flanché et n'aurait pu pas parler s'il n'avait à ce moment vu un peu fort le poète aux oreilles poilues qui errait mollement à travers la salle avec un plateau à la recherche d'une place libre. Un peu fort et sa manière vague étaient attachés à Winston, et s'assierait certainement à sa table s'il l'apercevait. Il restait peut-être une minute pour agir. Winston et la fille mangeaient tous deux sans broncher. La substance qu'ils avalaient était un ragoût clair, plutôt une soupe de haricots. Winston se mit à murmurer tout bas. Aucun d'eux ne leva les yeux. Ils portaient régulièrement à leur bouche des cuillerées de substance liquide, et entre les cuillerées échangeaient quelques mots nécessaires d'une voix basse et inexpressive. « À quelle heure laissez-vous le travail ? » « À 6h30. » « Où pouvons-nous nous rencontrer ? » « Au square de la Victoire, près du monument. » « Il y a plein de télécrans. »
Cela n'a pas d'importance, Sylvia Fawles. Me ferez-vous signe? Non. Ne vous approchez de moi que lorsque vous me verrez parmi un tas de gens. Ne me regardez pas. Tenez-vous simplement près de moi. À quelle heure? À 7 heures. Entendu. Amplefort ne vit pas Winston et s'assit à une autre table. Ils ne parlèrent plus, et autant que cela était possible, à deux personnes assises en face l'une de l'autre, à la même table. Ils ne se regardèrent pas. La fille termina rapidement son repas et s'en alla, tandis que Winston restait pour fumer une cigarette. Winston se trouva au square de la Victoire avant le moment fixé. Il se promena autour du socle de l'énorme colonne cannelée au sommet de laquelle la statue de Big Brother regardait vers le sud les cieux, où il avait vaincu les aéroplanes eurasiens, qui étaient quelques années plus tôt des aéroplanes estasiens, dans la bataille de la première région aérienne. Dans la rue qui se trouvait vis-à-vis de la colonne se dressait la statue d'un homme à cheval qui était censé représenter Olivier Cromwell. 5 minutes après l'heure fixée, la fille n'était pas encore arrivée. L'angoisse terrible s'empara de nouveau de Winston. Elle ne venait pas. Elle avait changé d'idée. Elle se dirigea lentement vers le côté nord du square et éprouva un vague plaisir à identifier l'église Saint-Martin, dont les cloches, quand elle en avaient carillonné. Tu me dois 3 farthings. Il vit alors la fille debout au pied du monument de Big Brother. Elle lisait, ou faisait semblant de lire, une affiche qui s'élevait en spirale autour de la colonne. Il n'était pas prudent de se rapprocher d'elle tant qu'il n'y aurait pas plus de gens réunis. Tout autour du frotton, il y avait des télécrans. Un vacarme de voix se fit entendre. Il y eut quelque part, sur la gauche, un démarrage de lourds véhicules. Tout le monde se mit soudain à courir à travers le square. La fille coupa lentement autour des lions qui étaient à la base du monument et se joignit à la foule qui se précipitait. Winston suivit. Pendant qu'il courait, quelques remarques jetées à haute voix lui firent comprendre qu'un convoi de prisonniers eurasiens passait. Déjà, une masse compacte de gens bloquait le côté sud du square. Winston, qui en temps normal était le genre d'individu qui gravite à la limite extérieure de tous les genres de bousculade, joua des coudes de la tête, se glissa en avant au cœur de la foule. Il fut bientôt à une longueur de bras de la fille, et le chemin était fermé par un prolétaire énorme, et par une femme presque aussi énorme que lui. Probablement sa femme, qui paraissait former un mur de chair impénétrable. Winston se tortillait, se tourna sur le côté et d'un violent mouvement en avant s'arrangea et d'un violent mouvement en avant s'arrangea et d'un voilà s'arrangea d'un violent mouvement en s'arrangea pour passer son épaule entre eux. Il crut un moment que ses entrailles étaient broyées et transformées en bouillie par les deux hanches musclées, puis il les sépara et passa en transpirant un peu. Il était à côté de la fille, se trouvaient épaule contre épaule, tous deux regardaient fixement devant eux, une longue rangée de camions portants dressés à chaque coin. Des gardes au visage de bois armés de camions de petits hommes jaunes vêtus d'uniformes verdâtres usés étaient accroupis, serrés les uns contre les autres, leurs tristes visages mongols absolument indifférents, regardaient par-dessus les bords des camions. Parfois un chaos d'un camion. Il y avait un cliquetis de métal. Tous les prisonniers avaient des fers aux pieds. Des camions et des camions défilèrent, chargés de visages mornes. Winston savait qu'ils étaient là, mais il ne les voyait pas que par intermittence. L'épaule de la fille et son bras droit, nu jusqu'au coude, étaient pressés contre son bras. Sa joue était presque assez proche de la sienne pour qu'il en sentît la chaleur. Elle avait immédiatement pris en charge la situation, exactement comme elle l'avait fait à la cantine. Elle se mit à parler de la même voix, sans expression, les lèvres bougeant à peine, un simple murmure aisément noyé dans le vacarme des voix et le fracas des camions qui roulaient. M'entendez-vous? Oui. Pouvez-vous vous rendre libre dimanche après-midi? Oui. Alors écoutez-moi bien. Vous aurez à vous rappeler ceci. Allez à la gare de Paddington. Avec une précision militaire qui étonna Winston, elle lui indiqua la route qu'il devait suivre, un trajet en chemin de fer d'une demi-heure. Au sortir de la station, tournez à gauche, marchez sur la route pendant 2 kilomètres, une porte dont la barre supérieure manque, un chemin à travers champs, un sentier couvert d'herbe, un passage dans les buissons, un arbre mort couvert de mousse. C'était comme si elle avait eu une carte dans la tête. Pourrez-vous vous souvenir de tout cela, murmura-t-elle enfin, à la fin. Oui. Vous tournez à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, et la porte n'a pas de barre supérieure. Oui, quelle heure? À 3 heures environ. Peut-être aurez-vous à attendre. J'irai par un autre chemin. Êtes-vous sûr de tout vous rappeler? Oui. Alors éloignez-vous de moi aussi vite que vous le pourrez. Elle n'avait pas besoin de le lui dire, mais pendant un instant, ils ne purent se dégager de la foule. Les camions défilaient encore et les gens insatiables regardaient bouche bée. Il y avait eu au début quelques huées et quelques coups de sifflet, mais ils venaient de
du membre du parti qui était dans la foule et s'était bientôt arrêté. Le sentiment qui dominait était une simple curiosité. Les étrangers, qu'ils fussent eurasiens ou estasiens, étaient comme des animaux inconnus. On les voyait littéralement jamais, si ce n'était sous l'aspect de prisonniers, et même alors, on n'en avait jamais qu'une vision fugitive. Personne ne savait non plus ce qu'il advenait d'eux. On ne connaissait que le sort de ceux qui étaient pendus comme criminels de guerre. Les autres disparaissaient simplement. Ils étaient probablement envoyés dans des camps de travail. Au rond visage mongol avaient succédé des visages d'un type plus européen, sales, couverts de barbe et épuisés. Au-dessus des pommettes broussailleuses, les yeux plongeaient leur éclair dans ceux de Winston, parfois avec une étrange intensité, puis se détournaient. Le convoi tirait à sa fin. Dans le dernier camion, Winston put voir un homme âgé, au visage recouvert d'une masse de poils gris, qui se tenait debout, les mains croisées en avant, comme s'il était habitué à les avoir attachées. Il était presque temps que Winston et la fille se séparent, mais au dernier moment, pendant qu'ils étaient encore cernés par les foules, la main de la fille cherchait celle de Winston et la pressa rapidement. Cela ne dura pas 10 secondes, et cependant il sembla à Winston que leurs mains étaient restées longtemps jointes. Il eut le temps d'étudier tous les détails de sa main. Il l'explora, les doigts longs, les ongles bombés, la peau durcie par le travail avec ses lignes cailleuses, et la chair lisse sous le poignet. Pour l'avoir simplement touchée, il pourrait la reconnaître en la voyant. Il pensa au même instant qu'il ne connaissait pas la couleur des yeux de la fille. Ils étaient probablement bruns, mais les gens qui ont des cheveux noirs ont parfois les yeux bleus. Tourner la tête et la regarder eût été une inconcevable folie. Les mains nouées l'une à l'autre, invisibles parmi les corps serrés, ils regardaient droit devant eux. Et ce furent, au lieu des yeux de la fille, les yeux du prisonnier âgé qui, enfoui dans un nid de barbe, se fixèrent lugubres sur Winston.